Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons avec le sourire par une bonne nouvelle. La Guinée est enfin admise au sein de la grande famille des litieux internationales. La validation est intervenue hier soir dans la capitale mexicaine. C'est une grande victoire pour notre pays qui veut être champion dans la gestion transparente de ces industries extractives. Commentaire sur une promesse tenue de Aboubacar Camara. La grande fierté de l'Afrique des années 60 se repositionne sur l'échiquier mondial avec tout son potentiel. Après la normalité constitutionnelle retrouvée il y a plus de 3 ans, notre pays travaille résolument à se rendre attractif et se présente comme un endroit sûr pour l'investissement. Déjà, en nette progression dans le dernier rapport du Doing Business sur le marché des affaires, la Guinée vient de conquérir le Graal dans le secteur minier. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives a fini par valider la Guinée comme partenaire et pays conforme à l'esprit de l'ONG initié en 2002 par Tony Blair. Hier à Mexico, la Guinée est passée haut les mains dans l'examen de sa candidature avec la note 21 sur 21. L'ITIE en effet ses 21 points d'exigence, des conditionnalités qui garantissent de la saine orientation des taxes issues des activités minières. Il y a quelques mois, à Conakry, le chef de l'État s'était engagé devant la secrétaire générale de l'ITIE à intégrer la Guinée dans le cercle des pays transparents sur le secteur minier. Aujourd'hui, la Guinée est au rendez-vous. La promesse a été tenue, le défi relevé. La fierté guinéenne peut ainsi prendre des couleurs dorées. Après le PPTE, la Guinée vient de se débarrasser de notre boulet à ses pieds. Ce pays à haut potentiel peut donc s'attendre à plus de souplesse dans la réalisation de ses objectifs de développement. La signature de l'accord cadre d'investissement avec Rio Tinto sur le Simandou et la validation de la première convention issue de la révision des contrats miniers annoncent un nouveau temps. Le temps d'espoir pour l'exploitation rationnelle et efficiente de nos immenses richesses. Un rêve longtemps entretenu. Le temps des espoirs, surtout, il a fallu des sacrifices énormes pour arriver à ce résultat. Le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, les membres de la mission venue à Conakry se sont retrouvés à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée pour une séance de travail avec les hommes d'affaires guinéens. Hier, c'était leur première journée de concertation. Aujourd'hui, ils ont tiré la leçon. Fodé Camara. Après le point d'orgue, l'audience du président de la République à Sékou Touré à la résidence de l'ambassadeur de France, ce rendez-vous d'échange empreint de convivialité a été l'épilogue d'une première journée de travail entre le MEDEF, le mouvement des entreprises de France et les opérateurs économiques guinéens. Vraiment, on souhaiterait que les Français viennent prendre leur place en Guinée. Pourquoi on souhaiterait avoir leur savoir-faire et leur investissement dans notre pays. Ça nous manque beaucoup, c'est ce qu'on veut qu'ils fassent maintenant. La délégation du MEDEF est composée d'une trentaine de dirigeants de grandes entreprises françaises et de PME. Cette rencontre va donc permettre aux entreprises françaises de se mettre à l'école des priorités du gouvernement. Des priorités touchant plusieurs secteurs, télécommunications et infrastructures, logistique et transport, agrobusiness, mais aussi et surtout eau et électricité. L'arrivée du MEDEF international prouve à suffisance les bonnes relations qui existent actuellement entre la France et la République de Guinée. Et donc nous sommes très heureux de partager nos expériences avec cette délégation et exhorter les investisseurs français à mieux investir, à renforcer leur présence en Guinée. Il y a une convergence de centres d'intérêt pour les entreprises françaises ici en Guinée, de ce que nous pouvons offrir aux populations dans les quartiers jusqu'aux infrastructures minières. Alors, bien entendu, on est dans un monde régi par des règles de concurrence, mais je pense que cette venue du MEDEF ici en Guinée, c'est une étape que j'espère considérable et qui se concrétisera pour la suite des investissements pour étoffer la présence économique française en Guinée.
Avec 2/3 des réserves mondiales de bauxite et 6 millions d'hectares de terres fertiles, les immenses potentialités de la Guinée présentent des couleurs de carte postale et invitent les membres de la délégation du mouvement des entreprises de France à investir. Ceci pour répondre aux grands défis du développement de la Guinée. Électricité, la Banque mondiale va financer le secteur à hauteur de 50 millions de dollars. L'accord a été signé au ministère des Finances. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de la desserte électrique. Boubacar Ba. La Banque mondiale vole au secours de la Guinée. 50 millions de dollars. C'est le montant mis à la disposition du gouvernement guinéen dans le cadre du redressement et du sauvetage du secteur de l'électricité confronté à d'énormes difficultés tant au niveau des infrastructures qu'à celles liées à la gestion depuis quelques années. Ces deux accords de financement, dont 27,4 millions de dollars sous forme de dons et 22,6 millions de dollars en prêts concessionnels, ont pour objectif d'améliorer la performance technique et commerciale de la société électricité de Guinée d'une part et de transformer en une société commerciale d'électricité capable d'attirer les investissements publics et privés d'autre part. Trois activités principales sont concernées par ces financements. Le contrat de gestion d'EDG par un opérateur privé de renommée internationale, les investissements liés à la distribution, notamment la réhabilitation du réseau de Dixine avec l'amélioration de la direction commerciale d'EDG et l'assistance technique du département de l'énergie et de l'hydraulique. La banque est déjà impliquée dans le développement des projets phares de Swapiti, FONI et l'assistance technique dans les sociétés privées. Le ministre d'État en charge des Finances a indiqué que le gouvernement bénéficiaire de tous ces financements prendra toutes les dispositions utiles pour répondre aux besoins sans cesse croissants des populations dans le domaine énergétique, gage certain de tout développement. Cet important projet entièrement financé par votre institution atteindra, j'en suis sûr, ses objectifs. Toutefois, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, le maillon faible de tout ce processus de réforme et de développement entamé depuis 2011, sous le leadership bien sûr du président de la République, c'est le secteur de l'énergie. Signalons que ce financement de la Banque mondiale a été approuvé par le conseil d'administration de cette institution le 16 juin dernier, une manière de notifier l'urgence des choses au regard de la dégradation du secteur énergétique depuis quelques années. En dehors de ce financement, il faut relever la réelle volonté des autorités de donner le courant aux populations. Le ministre de l'Énergie demande à ces cadres d'être ouverts à toute suggestion. Idriss Cham s'est également entretenu avec des responsables de la Banque mondiale et du MEDEF. Safia Toukondé. En marge de la cérémonie de signature des accords de financement du secteur de l'énergie, le chef du département de l'hydraulique et de l'énergie a rencontré le directeur des opérations Banque mondiale pour la Guinée. Les entretiens ont porté sur la gouvernance de l'entreprise Électricité de Guinée et la tenue prochaine de la réunion des bailleurs de fonds sur le secteur de l'électricité. Le ministre de l'Énergie a également reçu les représentants du patronat français intéressés au financement et à la réalisation des infrastructures liées au secteur. Déjà, un plan de redressement du secteur de l'électricité a été approuvé par le gouvernement depuis 2012. Un plan qui porte sur 7 projets prioritaires pour un coût total de 680 millions de dollars. Au terme des deux rencontres, le ministre de l'Énergie a adressé un bilan exhaustif de la situation et a invité les cadres à faire peau neuve. Il y a eu de gros investissements réalisés dans le secteur de l'électricité. Le barrage de Caleta, qui fait plus de 550 millions de dollars pour 240 mégawatts. Nous avons aussi fait l'acquisition de centrales thermiques pour 100 mégawatts pour faire la centrale de Tombeau 1, Tombeau 2 et une centrale de 50 mégawatts à Kipé. Pour là aussi plus de 100 millions de dollars. Nous avons pour le financement des autres projets physiques du programme, du plan de redressement, un investissement qui va dépasser les 500 millions de dollars. Faites le calcul vous-même. Nous aurons investi effectivement dans le secteur de l'électricité plus de 1 milliard de dollars.
Or, la société d'électricité se trouve dans de grandes difficultés qui sont liées à des problèmes de gestion qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui. L'entreprise ne collecte pas suffisamment ses recettes. Le contrat de gestion qui sera mis sur EDG n'est pas un contrat de gestion contre qui que ce soit. En fait, la majorité de la Guinée serait favorable à une meilleure gestion de EDG, a besoin de cette assistance pour que nous soyons en mesure de donner une desserte satisfaisante et décente de l'électricité. Avec la mise en place de ce contrat de gestion, il n'y a pas de plan social. Nous n'envisageons pas, en fait, de séparer EDG de quelque employé que ce soit. Mais nous avons besoin d'améliorer la performance commerciale, d'améliorer la performance financière de l'entreprise et d'améliorer les performances techniques pour que la Guinée ait accès à l'électricité. Ce qui est possible, et nous avons mis les moyens, il faudrait que, ensemble, les travailleurs de EDG, le ministère, l'ensemble du gouvernement et en fait l'ensemble des populations guinéennes qu'on s'y mette pour que ces réformes soient un succès. Rien n'allait plus ces derniers temps entre le gouvernorat de Conakry et la Chambre nationale des huissiers, un conflit de compétences sur certaines décisions de justice. Les deux parties ont enfin décidé d'enterrer la hache de guerre et de hisser le drapeau blanc. Elles ont signé un protocole d'accord pour délimiter le rôle de chaque camp, une forme de réconciliation nationale. L'accolade de paix. Il faut dire qu'une médiation de la primature a permis aux deux parties de faire la paix. Le Premier ministre a reçu les huissiers en audience hier, tourner la page du passé, vivre professionnellement le présent et préparer l'avenir ensemble était au menu des entretiens. Adi Camara. L'esprit de loi doit habiter le comportement de chacun pour la construction d'un état de droit en Guinée. Cette logique est bien perçue par le gouvernement. C'est pourquoi ce mercredi, le Premier ministre chef du gouvernement a reçu en audience les huissiers de justice de Guinée en vue de discuter du renforcement et de la consolidation de la démocratie autour des idéaux de justice et d'équité. Vous êtes venu rencontrer M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour lui transmettre la copie du protocole d'accord que nous avons signé ce matin avec M. le gouverneur de la ville de Conakry, suite aux différends qui nous opposaient par rapport à sa note circulaire portant l'arrêt de l'exécution des décisions de justice de la ville de Conakry. En fait, nous avons trouvé un compromis à travers l'intervention, la médiation de la société civile de la ville de Conakry qui s'est impliquée pour résoudre ce différend. Et ce qui honore aujourd'hui notre pays, M. Soba Sorel Camara, qui a pris ce acte-là, il a comparé devant le tribunal, et ce qui renforce l'état de droit, ce qui signifie que personne n'est au-dessus de la loi. Et à partir de cet acte, il a reconnu les faits, et nous avons trouvé une solution. Et aujourd'hui, nous avons remis ce document au Monsieur le Premier ministre pour mettre en application toutes les résolutions issues de cet accord, de veiller à l'application de ça, parce que lui, la loi, la Constitution, lui demande de rassurer l'exécution des décisions de justice. Donc, lui, il est le premier issu de la République, en tant que représentant du pouvoir exécutif. Donc, nous avons confié cela, mais ensuite, nous avons aussi exprimé nos besoins par rapport à l'organisation de notre profession. Tout le monde veut venir investir ici. Mais si la justice n'est pas appliquée de façon saine, les juges ne sont pas bien traités par incompétence, ce n'est pas normal. Parce que parmi nous, quand même, il peut y avoir des dérapages. Parce que la justice est une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite. Donc, on a besoin d'être formé. On a besoin d'être assisté par l'État. Les moyens nous manquent. Et nous avons aussi des difficultés par rapport à l'exécution des décisions de justice. Toutes les autorités politiques, militaires, administratives, beaucoup font l'ingérence dans nos activités. Et ce qu'il faut bannir.
dans notre pays. Ce qui n'est pas normal parce qu'il y a séparation de pouvoir dans notre pays. Nous avons voté des lois, il faut les respecter. Et les gouvernants et les gouvernés, tout le monde doit s'accorder que l'état de droit doit être respecté. Les gens doivent respecter les principes de droit. Avec l'avènement du professeur Alpha Condé au pouvoir, les efforts sont consentis pour doter la Guinée d'une justice indépendante, équitable et professionnelle, capable de rassurer les investisseurs, sécuriser les investissements et protéger les citoyens. Le chef de l'État, le président Alpha Condé, ambitionne pour ce pays, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tous les citoyens respectent la loi. Il ambitionne pour ce pays que les étrangers, les investisseurs en particulier, qui doivent venir aider le gouvernement à transformer notre société, se sentent en sécurité par rapport à leur investissement. Par rapport à cela, donc, l'état de droit est une nécessité pour nous. Aucun pays ne peut vivre sans la loi. Aucun pays ne peut vivre sans le respect des normes de société, des normes que nous-mêmes nous sommes librement assignées. Aucun citoyen ne peut vivre en harmonie avec la société sans le respect de ces normes. C'est pourquoi nous tenons à vous encourager, à vous rassurer de la volonté de ce gouvernement à œuvrer pour que les huissiers de justice et d'ailleurs tous les professionnels de la justice puissent travailler dans un climat de sérénité, dans le respect des normes et des règles que nous nous sommes fixées. Il y a une séparation nette des rôles dans un État démocratique. L'exécutif sait ce qu'il doit faire, il doit le faire. Le judiciaire sait ce qu'il doit faire. Et le législatif aussi sait ce qu'il doit faire. C'est pourquoi, comme vous avez constaté de tout temps, nous sommes gravés de nous immiscer dans toutes les décisions de justice. Je dois donc vous réaffirmer toute notre volonté à continuer dans ce sens, conformément à ce que la Constitution nous a demandé, d'être garant de toutes ces décisions et de veiller à ce que l'on protège les pauvres, mais que personne ne soit victime d'injustice dans ce pays. À la fin de la rencontre, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée, Maître Seydou Bakissine Camara, a remis au Premier ministre Mohamed Seydou Fofana une copie du protocole d'accord signé entre les huissiers de justice de Guinée et le gouvernement de Conakry pour veiller à l'application des résolutions issues de cet accord. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a récemment déployé des missions de travail sur le fichier électoral à l'intérieur du pays. Je reçois sur ce plateau M. Condé Mamadi Lamine, rapporteur de l'institution. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons suivre avec vous la lecture de ce rapport de mission. Merci. Communiqué, comme précédemment annoncé, des missions de la CENI se sont rendues dans les 38 circonscriptions du pays, dans le cadre des opérations d'identification et de correction des anomalies signalées lors des élections législatives de 2013. Cette mission, qui s'est déroulée du 9 au 20 juin 2014, dans chacune des préfectures et communes urbaines, a travaillé de façon participative et inclusive avec l'ensemble des acteurs locaux du processus électoral. Les représentants venus des sous-préfectures et des communes urbaines ont largement contribué à apporter au groupe de travail les informations utiles pour une plus grande qualification des opérations de mise en œuvre des dispositions techniques nécessaires pour mener à bien la participation effective de chaque citoyen au processus de vote. Les résultats de ces travaux de terrain amélioreront sans nul doute le bon déroulement des prochaines élections communales. Au terme de ce travail d'implémentation, de nouvelles listes électorales provisoires
seront imprimés et affichés par circonscription pour les corrections définitives à apporter sur les données des électeurs et sur les bureaux de vote avant l'impression des nouvelles cartes d'électeurs. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, saisit cette occasion pour remercier et féliciter tous les acteurs du processus électoral sur le terrain, autorités préfectorales, communales et sous-préfectorales, représentants des partis politiques et de la société civile, membres des cellules préfectorales de suivi des élections et de l'antenne de la CENI, cadres du MATD et missionnaires de la CENI pour la qualité de leur contribution à ces travaux et pour l'intérêt qu'ils ont accordé à la mise en œuvre de cette opération de correction qui permettra, nous en sommes sûrs, la bonne tenue des futures élections locales dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kandé Mamadi Lamine. Je précise que vous êtes le rapporteur de la CENI. Dans cette édition toujours aux affaires sociales, l'actualité c'est la validation du document sur la stratégie de réintégration socio-économique. Pour faire plus simple, c'est un document qui indique qu'il y a des personnes pauvres ou vivant avec un handicap physique et qui ont besoin de vivre dans la chaleur et la solidarité de la société. Ce document prend plusieurs dimensions en compte, notamment les victimes de précarité, mais aussi les forces de défense et de sécurité. Diarra Diallo. L'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes et leur accès aux services sociaux de base reste une priorité des autorités. Pour concrétiser cette volonté politique, le ministère de l'Action sociale, à travers le Fonds de développement social et de solidarité, a élaboré une stratégie de réintégration socio-économique. Ce programme concerne les personnes victimes de précarité et de pauvreté, mais aussi les forces de défense et de sécurité. Il s'exécutera en plusieurs phases. Dans le cadre de son Excellence Monsieur le Président de la République, il y a certains participants qui vont quitter les rangs. Mais ils n'ont appris que les métiers d'armes. Alors, il faut trouver quelque part où ils peuvent exercer leur activité pour vivre décemment et dignement. Il y a aussi la société civile, les populations vulnérables, mais qui sont recrutées, qui vont être couplées avec cette population militaire, ex-force de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le programme national de réinsertion socio-économique reste et demeure le symbole d'espoir pour ces millions de Guinéens en proie et anxiété en quête du quotidien pour vivre. Cette rencontre marque le point de départ de la mise en place effective de la politique de lutte contre la pauvreté. La validation de ce document stratégique est un acquis pour les autorités. Avec ce programme, nous sommes persuadés que plus jamais ces forces de défense et de sécurité se demanderont qu'est-ce que nous allons faire à la retraite. Pour réussir cet ambitieux programme, chaque acteur doit comprendre qu'il est un élément essentiel du processus sous la ferrure du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance qui en est la locomotive entraînant tous les autres acteurs vers les résultats escomptés. Je vous demande donc de tenir compte de tous ces aspects et de coordonner vos actions pour que notre programme réussisse. Pour la réussite de la lutte contre la pauvreté, invite a été faite aux participants de restituer les recommandations de cette rencontre auprès des personnes concernées. L'exécution de ce programme contribuera à améliorer les conditions de vie des populations guinéennes. Vous avez vu ces images de circulation cet après-midi. Il était particulièrement difficile de circuler à Conakry. Sur les axes reliant Kalom à la banlieue, le bouchon a duré 3 à 4 heures selon l'axe emprunté. Et sur Carrefour de Donka, les agents de la circulation routière ont eu du mal à rétablir le trafic. Il a fallu l'implication de gendarmes, les policiers étant pour la plupart à leur recensement biométrique.
La ville de Zérékoré a véritablement changé. Le gouvernement a travaillé sur la rénovation des bâtiments administratifs ainsi que le réseau routier. C'est le constat fait ce soir par notre envoyé spécial dans la région, Ibrahim Aketa. La ville de Zérékoré, cette ville cosmopolite et de négoce, présente depuis le 2 octobre dernier un autre visage. En plus de cette place historique des martyrs, Zérékoré compte aujourd'hui une trentaine d'infrastructures, des infrastructures administratives, commerciales et sociales, de cet imposant bloc administratif à la ville des hôtes, avec ses 4 cases modernes, en passant par le commissariat central, la gendarmerie, le centre d'exposition d'œuvres artisanales et bien d'autres. La ville de Zérékoré est aujourd'hui une ville moderne. Un très grand impact sur l'environnement de Zérékoré. On voit ces 20 km aujourd'hui bitumés, qu'on ne voit pas la poussière dans la ville, pas de boue dans la ville. Tout ça crée un cadre de vie vraiment que nous ambitionnons tous. Et pour lieu d'études à l'agréable, les 20 km de bitume promis par le chef de l'État sont réalisés à 100%. Si l'État a bien voulu goudronner les rues principales de Zérékoré pour rendre notre ville très attrayante, très belle, il nous appartient, nous aussi, d'accompagner le professeur Alpha Condé dans son programme de société. Dans cette perspective, la commune urbaine de Zérékoré a été dotée de 65 charrettes de ramassage d'ordures, 14 dépotoirs et 70 poubelles. Des poubelles qui ont connu un début de distribution. Incontestablement, la délocalisation de la fête de l'indépendance se pose aujourd'hui comme un chemin incontournable, une initiative du chef de l'État. La prochaine fête aura lieu, vous le savez, à Mamo. En attendant, les ports artisanaux de Conakry souffrent d'un problème de gestion. C'est le constat fait par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Le ministre Lucini Camara était en visite dans certains débarcadères de la capitale. Il a échangé avec les responsables de ces lieux et les a appelés à améliorer leur gestion. Moussa Komara. Dans ce plus grand centre de pêche artisanale maritime de Bourbinet, aucune chambre froide n'est opérationnelle depuis plus de 3 ans. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture est venu toucher du doigt l'état des infrastructures installées. Ma visite consiste donc à voir moi-même, pas attendre un rapport, mais à voir moi-même comment est-ce que ces biens publics sont gérés, comment est-ce que nous pouvons nous attendre à les pérenniser dans l'avenir. Et je constate vraiment que c'est très mal géré, très mal géré. Et il faudrait que nous nous levons maintenant pour pouvoir corriger ça. De sitôt, sinon nous allons perdre toutes ces installations dans quelques années. Aujourd'hui, nous avons le problème d'ammoniac qui doit faire tourner nos machines de fabrique de glace depuis longtemps. Et nous sommes en crise. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut au moins avoir des subventions pour pouvoir tourner ces machines qui peuvent nous donner de la glace pour la pêche artisanale. Les centres de traitement de poissons, les hangars, les boutiques des denrées alimentaires et les chambres froides de Bourbinet ont été tous visités par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. Au port artisanal de Temeneta, le constat est le même. L'idée de cette visite est de capitaliser tous les problèmes afin de donner une nouvelle image au secteur de la pêche. Les prochaines étapes seront la visite du navire de Lansana Conti au port autonome, du marché de Kenya et du port de Bonfi à Matam. Et puis cet arrêté portant institution d'une période de fermeture d'une zone de pêche maritime aux activités de pêche semi-industrielle et industrielle. Le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture arrête. Article 1er. Le présent arrêté a pour objet d'instituer une période de fermeture aux activités de pêche industrielle ou semi-industrielle de la zone maritime guinéenne qui s'étend jusqu'à la limite de 50 miles marins calculés à partir des lignes de base maritime. Article 2, à partir du 30 juin 2014 à 0h, temps universel, jusqu'au 31 août 2014 à 0h, l'exercice de toute activité de pêche industrielle ou de pêche semi-industrielle est suspendu à l'intérieur des limites de la zone maritime mentionnée à l'article 1er ci-dessus. Article 3. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux activités de pêche artisanale. Article 4. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 2014 abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Signé le ministre Lucini Camara.
Voici un reportage inédit, vous allez le comprendre. Les promoteurs du sel local ont décidé de mettre un peu plus de sel dans leur façon de travailler. L'idée, c'est de rendre leur production compétitive par rapport au sel importé. Du coup, ils ont organisé un atelier de perfectionnement. L'extraction de sel ne doit plus se faire au hasard. Bernard Tonguino. La production du sel solaire, une pratique des populations du littoral guinéen. Cependant, l'activité reste jusque-là peu connue et le sel solaire n'a encore pas conquis le cœur des consommateurs guinéens. Pour changer cette donne, une étude a été menée par le programme de développement de la mangrove et ses partenaires. Les conclusions sont restituées aux acteurs de la filière sel du pays. Nous nous sommes réunis pour restituer les éléments parce qu'il y avait des problèmes de statistiques. Donc c'est cette étude devait nous donner une ligne directrice de savoir combien d'abord sont les producteurs organisés ou isolés, combien nous sommes capables de produire et pour qu'on pense à l'avenir comment on va commercialiser cette quantité produite pendant l'année. Cette rencontre devrait donc permettre aux producteurs et commerçants de sel d'identifier les contraintes liées à leur activité. Ces acteurs disposent désormais des stratégies afin de développer et rentabiliser la saliculture sur toute la chaîne. Du retour au village, je ferai en sorte que les expériences acquises ici soient bénéfiques pour les autres producteurs de sel. Au terme de 2 jours d'échange, un plan d'action a été adopté, plan dont l'application devrait permettre d'accroître le taux de consommation du sel local en le rendant plus compétitif face au sel importé. Ramadan, une période de partage. Beaucoup mettent ce mois à profit pour exprimer leur générosité aux plus démunis. Parfois, ils restent anonymes, même si les bénéficiaires auraient parfois souhaité les connaître pour leur dire merci. Reportage Yaria Toutouré. Parmi les plus grandes faveurs qu'Allah octroie durant le mois de Ramadan figure le fait qu'il suscite l'affection dans le cœur des musulmans. Voilà pourquoi les aumônes et la nourriture qu'on donne aux pauvres sont les meilleurs actes susceptibles de nous rapprocher de Dieu. Ici à Koléa, sur la route du Niger, à l'initiative de la mère, la famille Diallo donne à manger aux musulmans durant ce mois de Ramadan. Tous les soirs, après la prière du crépuscule, ce sont entre 100 et 200 personnes qui viennent déguster chaque jour le repas préparé par cette famille dans une ambiance de partage et de solidarité caractéristique du Ramadan. J'ai toujours rêvé d'être une personne qui partage. Comme c'est le mois de Ramadan, je dis je vais profiter. Le peu qu'on a, on a envie de partager avec toute la République. Je mange avec tout le monde, le plus petit et le plus grand, le plus pauvre et le plus riche. Donc j'ai envie que tout le monde soit ensemble. Du riz, du pain, des dattes et de l'eau sont gracieusement distribués à ces centaines de personnes sans aucune distinction pour rendre heureux les plus nécessiteux. Aujourd'hui, cette famille est venue pour donner à manger aux pauvres. Nous en appelons aux autres bonnes volontés de lui emboîter le pas. Elle fait vraiment pour faire l'appel, certains gens qui sont des moyens, vraiment de faire la même chose. Toujours pour renforcer le tissu social et faire beaucoup d'aide entre les grands et les pauvres. Nourrir une personne pauvre pendant le Ramadan est l'une des actions les plus bénies. Ce geste de charité est recommandé à tout bon musulman. Les techniciens du ministère de la Santé, de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, de MSF, Médecins sans frontières, étaient ce matin au gouvernorat de la ville de Conakry. Ils ont expliqué aux élus locaux les mesures d'hygiène et les modes de transmission de la fièvre Ebola. Reportage Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. La campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique Ebola se poursuit à travers le pays. Les techniciens du ministère de la Santé, de l'OMS et Médecins sans frontières se retrouvent au gouvernorat de Conakry pour renforcer les mesures de prévention. Ces experts expliquent aux élus à la base les mesures d'hygiène à respecter et les modes de transmission de la maladie. Dans la ville de Conakry, certaines personnes cachent les malades et ne les amènent pas au centre de traitement spécialisé, ou bien certaines personnes refusent à ce qu'on les suive lorsqu'ils ont été en contact avec la
la maladie, cette situation n'est pas de nature à nous aider à rompre la chaîne de transmission. Puisque c'est une maladie qui se transmet de personne en personne, il faut que les autorités nous aident pour que les malades soient amenés dans les formations sanitaires spécialisées et que les contacts puissent être suivis pendant 21 jours. L'idée est saluée par l'autorité administrative. Elle souhaite que ce genre de rencontres se multiplie dans la cité en cette période de grande pluie. Ce qui me réconforte surtout, c'est la mobilisation des populations de Conakry, des responsables à comprendre ce que c'est que Ebola. Et je pense que, en commençant par féliciter les femmes de Kaloum pour leur aptitude, pour leur intégration, pour leur engagement à l'assainissement, à tout et tout, je dirais que l'ensemble des populations de Conakry, bravo. Et je les conseille à respecter les normes qui sont dictées ici. Les jours à venir, une brigade de police sanitaire sera créée auprès du gouvernorat de Conakry. La brigade sera sous la tutelle de la sûreté urbaine. Sa mission est d'assurer le suivi des cas de suspects à la fièvre Ebola dans les quartiers. Vers la mise en place d'une ceinture verte, le ministère de l'Environnement prévoit de reboiser 340 hectares de forêt. Le coup d'envoi sera donné demain à l'occasion du mois de la forêt guinéenne. Une façon de combler les 35 000 hectares de forêt décimés en Guinée chaque année. Voici un extrait de la déclaration de la ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'activité planifiée vise à inverser la tendance de la dégradation des ressources forestières dans les forêts classées, les périmètres de reboisement et les berges des principaux bassins fluviaux de notre pays. Dans ce contexte, mon ministère a dépêché dans 8 préfectures du nord-est de la Guinée une mission d'identification, d'évaluation et de planification en collaboration avec les populations pour la création d'une ceinture verte. En plus de la création de cette ceinture verte, mon département compte reboiser 340 hectares dans les 33 préfectures de notre pays. Le rapport de cette mission ainsi qu'une note de synthèse du programme de reboisement 2014 ont été adressés aux autorités compétentes du gouvernement. Hadia Kadiatou Ndiaye, ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts, au micro de Malik Dinasouma tout à l'heure. En fin de journal, vous aurez l'intégralité de cette déclaration. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.